Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Jérémy Lévy-Pont, aka l'invité le plus jeune de tous les temps de La Leçon. Et j'ai fait 100 épisodes, donc je commence à être rodée. Et pourtant, vous allez voir, il a déjà une sacrée carrière. J'aurais aimé qu'on enregistre notre conversation avant, parce qu'il y a eu pas mal de potins, il y a eu pas mal de name dropping. Je n'ai pas pu, mais faites-moi confiance. Imaginez le clip de Kian Kojandi, la pub avec DJ Snake, le documentaire sur Netflix sur Big Flo et Oli, et ça, c'était seulement les derniers mois. Hein. Hello Jérémy, ça va? Hello, j'espère que tu vas bien. Ouais, grave. En plus, tu m'as amené des croissants et tout, donc merci de me recevoir. C'est trop cool. Ensemble, on va parler d'un projet qui s'est pas fait. On t'a fermé la porte en te snobant un peu, on peut dire des choses comme ça. Totalement. Et puis on est revenu te proposer en te léchant les bottes quelques temps après. Et je trouve que cette histoire, elle est ouf. Ça commence comment? C'était une belle revanche. Ouais. Je suis trop content parce que ça m'a appris plein de choses. En gros, ça commence quand j'ai 17 ans. Okay. Et je travaille actuellement pour Feder depuis 2 ans, qui est un DJ niçois et qui a explosé un peu dans la scène de la Deep il y a quelques années. Ouais, sur Spotify, il a quelques musiques un peu cultes. Des Goodbye, tout ça et tout. Et en fait, ce mec-là est un des premiers qui m'a vraiment donné ma chance. Et il m'a dit, ouais, Jérém, j'ai envie qu'on fasse des clips ensemble. Et moi, c'était un peu le rêve à l'époque de faire des clips. Ouais. Parce que je le suivais, en fait, quand tournait. C'est-à-dire que j'avais ce truc-là où, en fait, je faisais tous ces contenus réseaux sociaux et tout, mais j'avais pas encore ce truc-là de faire des clips. Ok. Et mais alors, attends, ouais. Question. À 17 ans, t'avais arrêté tes études pour faire ça? Ou alors tu continues en même temps? J'étais encore au lycée. Genre c'était compliqué de jongler, tu jouais aux billes dans la cour. Et 2 secondes après, j'ai fait Et non mais c'était un mix qui était totalement hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait j'allais en cours de maths le matin et je me disais putain l'après-midi je suis libre, ok je peux aller en réunion, tu vois, c'était lunaire. Et le contrat avec mes parents c'était tu finis ton bac et tu te démerdes pour aller jusqu'au bac, mais par contre tu fais ce que tu veux. Si tu finis par exemple de shooter tel artiste en club à 6h du mat, mais que tu vas en cours à 8h, y a pas de souci, tu le fais. Mais par contre, genre, t'es obligé de faire les deux, tu vois. Donc, c'est génial et c'est hyper intelligent. C'est un bon deal. Ouais. Je me disais, ça va, je suis bon là-dessus, quoi. T'étais non seulement pas frustré, et en plus de ça, ça te foutait quand même la pression de pas les décevoir. Ah, mais grave, tu vois, genre, c'était, déjà, il me laisse cette chance-là, comparé à, genre, plein de gens qui, malheureusement, l'ont pas, et je me dis, ok, bah, vas-y, je vais en profiter à fond. Et donc du coup Feder me donne après tu vois plusieurs mois de travail et tout, me dit vas-y j'aimerais trop qu'on fasse des clips ensemble, propose-moi un scénario, propose-moi quelque chose, et je lui propose un scénario. Alors j'en ai fait 25. Grave, secrètement, ouais grave. Et j'arrive tout fier et tout heureux, tu vois, les yeux pleins de rêves, et il me fait c'est génial, vas-y je vais dégager un gros budget pour toi et tout, on va le faire. Et moi j'étais mais attends c'est un truc de ouf. C'est clair. Et j'y croyais de fou, tu vois. Et en plus c'était vraiment des très bons budgets pour des clips, c'était au-dessus de ce qu'il y a habituellement pour un clip. Et j'étais en mode ok mais attends c'est parfait. Et il me fait on va contacter une boîte de prod avec qui je taffe et que je connais bien, tu vois. Ok. Et en gros, cette boîte de prod, c'est une grosse boîte de prod à Paris. Fun fact, j'avais fait des making-of pour eux. Ok. Avant. Donc tu te dis c'est cool, ils me connaissent, c'est bien parti quoi. Ils peuvent se dire ok c'est son premier, mais on voit qu'il est pas genre fou, on voit que c'est un ado qui a plein d'envie et d'ambition. Vas-y on va, tu vois, surtout si c'est un artiste qui arrive et qui te porte, on va essayer de lui donner sa chance. Bien sûr, et surtout si déjà on lui a fait tester en faisant des making-of, des machins, c'est un moyen de te tester quoi. Ah bah grave. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi toi ton rôle dans le clip vs la boîte de prod? Bien sûr. En fait moi mon rôle ça va être à la fois d'accompagner la vision de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste va me faire confiance en me filant son morceau, en me donnant ses envies, et moi je vais essayer de sortir plein d'idées et en fait de porter le projet pour écrire complètement un scénario ou des visuels sur cette musique-là, l'apporter à la boîte de prod, et que ensemble avec la boîte de prod on arrive à construire tout ça, c'est-à-dire à mettre en place des équipes, mettre en place un tournage, mettre en place un budget, et qu'en fait la boîte de prod m'accompagne totalement pour que je puisse me concentrer à fond sur la narration et les visuels, et que eux ils se concentrent sur toute la cohésion d'équipe et le fait de ramener parfois tu vois 80 personnes sur un plateau. Des figurants, des machins. Ouais. Grave, et être un peu soulagé pour moi de ce poids-là. Ok. Et donc en fait donc il me dit ouais j'ai une boîte de prod qui est ouf et tout à Paris, et en plus qui était très connu quand même, qui a fait des gros clips. Et on rigole parce que nous deux on sait la suite. Ouais de ouf. Et donc du coup
Je me dis trop bien. Et le lendemain, je reçois un mail. Et ça, ce mail, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est ce fameux mail de merci pour le scénario. Il est incroyable. Par contre, il est très très jeune. Jérémy est inexpérimenté. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de le mettre là-dessus. Donc soit on vous triple le budget et on vous fout plein de gens extrêmement expérimentés pour le porter, soit en fait on vous propose un autre réal parce que c'est beaucoup plus simple. Mais et j'étais mais pourquoi? Mais c'est surtout commencer par on a adoré sa vision. Toi, t'avais déjà commencé à vraiment travailler grave, dessus. J'étais impliqué, tu vois. Bah oui. Ça venait du cœur en plus. Tu vois, c'était un mec, Feder, c'est un mec que j'aime énormément. Et lui, il était pour rien en plus. L'ascenseur émotionnel de malade. Tellement. Et donc je reçois ce mail-là, et je me dis mais pourquoi, tu vois? Ouais. Et en fait, ça nous a tous déchauffés parce qu'on était en mode mais attends, comment ça se fait? Et en plus, c'était ce truc-là de les mecs, ils voulaient pas porter la vision et c'était quand même un truc qui était ambitieux, tu vois. Donc on se disait bon, écoute, on va voir. On a fait 2-3 tours et ça marchait toujours pas. Et on s'est dit bon bah écoute, ça sera pour la prochaine. Ok. Et nous on a continué à bosser ensemble avec Feder et tu moi, devais être très très déçu. Ah mais grave, j'étais trop mal, tu vois. J'étais mais pourquoi aux portes du rêve, tu vois. Ouais. J'ai toqué à la porte et là c'est bam, on te la ferme en pleine porte. Ah pardon, bonne journée. Mais en plus, est-ce que t'en avais parlé autour de toi ou tu t'étais dit non, faut pas que ça me porte l'œil J'ai un peu ce crew là de gens où je sais qu'il y a pas de superstition. C'est-à-dire qu'en fait j'ai 4-5 personnes, tu vois, qui se reconnaîtront, ça va être très drôle, où je sais que je peux leur dire. Après, je suis pareil sur le reste, je dis rien à personne parce que je suis sur ce cas de superstition à mort, tu vois, et j'aime pas parler tant que c'est pas fait. Mais en plus c'est cool parce que j'ai ces potes-là, qui m'aident vraiment aussi à parfois à voir si j'ai vraiment envie de faire les choses, c'est pas juste de l'élan, de dire oui à tout, ou si c'est vraiment un truc que je porte dans le cœur et que j'ai envie. Ah ouais, c'est précieux ça. Ah mais grave, ça genre en plus je reparlerai, moi l'entourage c'est tellement clé, tu vois, c'est un truc qui m'accompagne tout le temps. Et donc du coup j'étais vraiment hyper triste. En plus moi c'est des trucs que je prends vraiment à cœur et ouais, et puis encore une fois, t'avais commencé vraiment le travail, hein. Ouais, t'avais grave. pas juste dit voilà, j'ai cette idée, ça le fait pas. Non, enfin, je veux dire là t'es arrivé avec un scénario fini. Ouais. Et donc j'étais trop deg et heureusement le truc c'est que j'ai continué à bosser en tournée et en fait j'ai pas lâché et il y a d'autres gens qui m'ont reproposé des choses par la suite qui sont Big Fleury et que j'embrasse fort. C'est fou. Et ça c'est une full histoire qu'il faut raconter. Mais bah vas-y, raconte l'histoire. En gros, eux c'est fou, pareil, même cas de figure, c'est que je partais en tournée avec eux et je faisais la même chose que pour Feder, leur contenu réseaux sociaux et tout. Et pareil, un jour, ils me proposent un clip et ils me font non, mais en fait, on va le produire nous-mêmes. On s'en fout enfin, on va le faire nous-mêmes, on va t'encadrer. Ouais, t'en as jamais fait. Ouais, tu sais pas en faire. Mais on va t'apprendre, tu vois. C'est trop mignon, c'est tellement bienveillant, quoi. Mais grave, tu sais, c'est une chance. C'est une chance d'avoir des gens qui Est-ce que je peux vous faire un câlin, tu sais, Ah, mais tu sais, genre qui se tentent. En fait, ils sentent, je pense, un truc d'énergie de te dire, ok, ça se voit qu'il a envie. Ouais, bien sûr, il va y avoir des lacunes parce que c'est normal et que ça prend pas en claquement de doigts, mais on va l'accompagner. Et en fait, c'est peut-être un peu égocentrique de ça, mais je pense qu'ils ont eu raison parce qu'en fait, on a eu une collaboration après qui a duré des années et qui continue toujours. Donc, je pense que c'est cool de m'avoir donné ma chance là-dessus. Et donc, eux, ils m'ont fait faire mes premiers clips, puis il y en a eu plein d'autres et ça a été génial. Après, il y a eu vraiment une vague qui s'est lancée. Et je reçois un nouveau mail 2 ans plus tard, et ça c'était très drôle, de la même boîte de prod qui m'avait refusé le clip de Feder. Et le truc de fou, c'est que cette boîte de prod me fait Jérém, on adore ton travail, c'est génial, on aimerait absolument que tu bosses avec nous sur un clip de Soprano. C'est un truc où on veut absolument que tu nous envoies tes idées, que tu sois avec nous et tout. Bien évidemment, même si j'embrasse fort Soprano, c'était même pas question de genre de faire quoi que ce soit avec cette boîte. Alors on aimerait que tu nous envoies tes idées, donc vraiment abouties, et puis après on ne te rappellera pas parce que tu es trop chan. Et on prendra un autre réal. C'est ça. Ah mais grave. Ah là là, ce mail-là, mais alors vous ne me voyez pas, mais je suis en train de daber là, c'est sûr. Non mais franchement, c'est incroyable. Et j'étais trop content parce que c'était un peu ce truc-là de me dire, ok, bah tu sais quoi, c'est une bonne revanche. Et tu vois, le truc que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il y a tellement à chaque fois en fait, on prend tellement toujours les choses à cœur, surtout quand on s'implique personnellement et émotionnellement,
que on a tendance à oublier que malheureusement ça se fait jamais tout de suite et que c'est tellement rare de faire les choses tout de suite et qu'au contraire, genre toutes ces portes qui vont se fermer à la gueule, tous ces échecs et tout, ça va tellement nous apprendre et ça va grave nous forger à aussi savourer le moment où ça va commencer à marcher. De ouf. Parce qu'on va réaliser le nombre d'efforts qu'on a mis dedans, le nombre d'implications personnelles qu'on a mis dedans et du coup c'était tellement en fait je suis tellement content que ça me soit arrivé parce que je pense que ça m'a vraiment donné un truc de rage d'y arriver. Et il y a eu plein d'échecs qui m'ont donné cette rage-là. Et en fait, je suis trop content de connaître ces échecs parce que maintenant, il y a un truc de bonheur, un peu de, je plane sur ce côté-là de tout ce qui m'arrive, je le prends avec, enfin, je remercie tellement, tu vois, la vie de ce qui m'arrive qu'en fait, je suis un peu en mode genre, trop bien, quoi. J'ai appris tout ça, quoi. Et puis, tu vois, ça me fait penser à un des premiers épisodes de La Leçon avec Vikash Dorazo, qui est un footballeur. Ouais. Enfin, un ancien footballeur, qui disait, en fait, la clé, c'est souvent d'échouer très, très vite, très jeune. Comme ça, on sait ce que ça fait. Ok, j'en meurs pas. Et ensuite, on se libère un peu, tu vois. Parce que, imagine si t'avais eu que des succès sur les premiers, t'aurais fait un peu comme un sportif un boxeur qui n'a pas encore eu de KO et qui a peur, vraiment peur de trop miser parce que tu peux te prendre une porte, quoi. Mais la chute en plus, elle est encore plus haute, tu vois. C'est l'enfer. De ouf. Et il y a ce truc-là de patience aussi. Je pense que tu vois, on a tellement un truc où, surtout j'ai l'impression dans nos nouvelles générations et tout, il faut être rapide. Et en fait, on oublie que, genre, nos parents et tout, ils ont changé de métier 47 fois. Et qu'en fait, on a le droit de prendre notre temps et prendre notre temps dans les rêves qu'on veut accomplir. Et c'est un truc qui me frustre tellement parce que je le vois même dans mes potes et tout. On a ce truc-là de course contre la montre. Alors que les gars, genre, on peut échouer, recommencer, aller dans un domaine, aller dans l'autre, se dire que par exemple, on veut totalement changer de voie à 30 piges, à 40, à 50. Mais de dingue. Et c'est normal. Mais on nous fout tellement la pression, je trouve. Enfin, la société nous fout vraiment la pression. Tu vois, il y a quand même un peu, surtout en France, le mythe du jeune premier. Tu vois ce que je veux dire? T'es le plus jeune de l'entreprise, t'arrives à dealer des trucs comme les autres. Ouais. Il y a toujours un truc un peu comme ça. Et moi, vraiment, c'est la chose la plus cool, je pense, que j'ai expérimenté, c'est moi, mon taf, ça a toujours bien marché correctement, pas à la hauteur du tout de mes ambitions, tu vois. Et de me dire que ça décolle enfin à 30 ans, c'est un truc de ouf. Et ça me rassure tellement parce que je me dis, mais c'est bon, en fait, je peux enlever ce mythe-là. Bien sûr. C'est pas vrai qu'il faut cartonner avant ses 30 ans, sinon t'es foutu. Ouais. Et cool maintenant, quoi. Mais grave. Et c'est un truc où même, tu vois, j'ai toujours grandi avec des gens plus vieux et tout, et j'ai toujours vu ce truc-là. Ça se sent quand même. Hein. Ça se sent. Parce que pour la précision, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le sauront pas. J'ai actuellement 22 ans. It hurts. Je veux dire qu'à 22 ans, j'étais pas comme toi. J'étais vraiment pas comme toi. Mais j'ai commencé très tôt, en fait. J'ai commencé à 14. En fait, genre, à bosser sur des plateaux en tant que stagiaire, en making of, machin. Donc, en fait, en soi, ça va faire 8 ans, quoi. Ouais. Mais, du coup, si, en fait, je sais pas, si quelqu'un commence, par exemple, à 22 ans, et que 8 ans plus tard, à 30 ans, ça marche, bah, ça me paraît normal, quoi. Ça prend grave du temps, quoi. Ouais. Et il y a ce truc-là aussi, je pense qu'il y a ce truc-là de rencontres. Et il y a des rencontres qu'on peut pas programmer, et tant qu'on les a pas faites, bah, parfois, j'ai l'impression que, tu vois, ça peut pas démarrer, et c'est pas grave, mais c'est un peu ce truc-là de chance de la rencontre. De la personne qui va te faire confiance, de la personne qui va te tendre la main, de la personne qui va te faire croire encore plus en toi. Parce que aussi, il y a ce truc-là qui est hardcore de comment tu crois en tes projets. C'est clair. On t'apprend pas en cours, t'as pas au lycée, j'aurais rêvé que t'aies un cours de bonjour, on va t'apprendre à croire en tes projets. Nous sommes dans le t'apprendre des projets. Bah ouais, et encore, tu vois, je vois des invités qui depuis toujours savent que c'est vraiment leur voie, et donc ça crée une sorte de confiance en soi, plus ou moins bancale, j'imagine à la base, mais quand même, moi j'ai partais du -12, d'un parking très glauque, de la confiance en soi. À 4h du matin. Ouais, exactement. Il n'y avait pas de musique classique. Et je repense à un livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus, de Charles Pépin, qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Et lui dit, en fait, faut faire pour acquérir un peu plus de confiance en soi et dépasser ses échecs. Il faut continuer à avancer, à faire des choses, quoi. Et c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi,
on est terrifié à l'idée de faire, qu'on est souvent bloqué à ce stade-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Toi, comment t'as osé? C'est con, mais c'est écrasant d'avoir un Federer à la base. Est-ce que c'était de l'insouciance? Ouais, il y a mon chien qui en fond comme d'hab. Vous la connaissez maintenant. Comment t'as dépassé cette boule au ventre d'être en face d'une personnalité vraiment connue comme Federer? Ouais. T'as 17 ans et tu dois assurer ton taf. Comment tu gères, quoi? En fait, c'est un truc où je sais pas pourquoi, mais je sentais dès que j'étais en cours ou des très jeunes que je pouvais pas faire autre chose. C'est vraiment, j'avais ce truc-là de, il faut que je sois dans un métier artistique et ça va être un métier artistique. Et bon, j'aimais particulièrement le cinéma, donc je me suis dit, vas-y, go dans la vidéo. Mais j'étais en mode, je peux pas faire autre chose. C'est-à-dire, je vais être triste et je le savais. Et en fait, du coup, j'ai tout donné et j'ai vu un truc de fou, c'est que il y avait des gens qui étaient payés et c'était un métier pour suivre la vie d'artiste en tournée et la documenter et en faire du contenu. Et en fait, j'étais en mode, mais attends, c'est un métier? Je vais te payer pas. Ah, mais grave. Et du coup, j'étais en mode, mais je veux absolument faire ça. Et ce qui a fait que j'étais, déterminé comme jamais. Donc, en fait, je me suis fait un book photo avec tout ce que je pouvais trouver, avec les plateaux que je pouvais faire en stagiaire et machin, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de stages et tout ça, ou beaucoup de trucs comme ça, donc je me suis fait la main. Oui, il y a beaucoup de trucs gratuits, surtout, dans le milieu artistique. Exactement. Et donc, mais exactement, tu vois. Et je me suis fait à ma main en mode genre gratuit pendant quelques mois. Je me suis fait mon book. Et je me suis dit, ok, ce book-là, tu vas faire 200 ou 300 mails. Et j'allais sur Facebook. Wow. Et j'allais dans les à propos de Facebook. Et j'ai trouvé le nom des managers ou des agents. Et sur les 300 mails, t'en as 2 qui m'ont répondu. Et t'avais genre Federer qui m'a répondu. Et en fait, j'étais en mode, ok, c'est ouf. Et il me laissait, tu vois... J'imagine l'autre. Et Renault, tu vois, genre deux salles, deux ambiances. Et donc c'est cool parce que tu vois, je me disais, ok, trop bien. Mais il m'a répondu en mode, le book est trop bien et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis dit, ok, mais je veux une occasion concrète de bosser avec lui et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la première partie de Federer si je pouvais le shooter. Et en contrepartie, c'était à la Clairière à Paris. Et en contrepartie, je voulais juste 5 minutes voir le management de Federer. Wow, ok. Et le mec a dit, mais bien sûr que oui. Et il s'est dit, mais c'est qui se fout? Parce que genre, personne me demande ça comme salaire. C'est chelou comme ça, salaire. Mais j'avais mon objectif en tête. Et je suis arrivé, en fait, avec mon book devant le manager de Federer et Federer. Et il me fait, ah, mais oui, mais t'es le gars qui m'a envoyé le book, machin et tout. Vas-y, ce soir, on fait un test. Ce soir, 10 minutes, tu me shootes, on fait un test. Et tu sais, genre, dans ma tête, j'avais 16 piges, j'étais en mode, mais non. Et je me suis dit, ok, tu donnes tout. Ah ouais. Et en fait, ça a débloqué. Et je suis trop content parce qu'il y a eu plein de collaborations qui se sont fait un peu au culot comme ça. Et d'autres qui se sont fait vraiment par le bouche à oreille. Et c'est comme les premières grosses tournées que j'ai eues. C'est-à-dire que la première grosse tournée que j'ai eue, par exemple, avec Big Flo et Oli, ce qui s'est suivi sur un an de Zénith et tout, c'était parce que je les ai croisés en after d'un concert, qu'on a juste parlé, mais sans même proposer rien du tout. Je proposais rien, j'étais juste en mode, il y a 2 humains qui ont l'air trop cool, vas-y, je vais échanger avec eux. Et 4 mois plus tard, je reçois un audio, t'avais l'air sympa, est-ce que tu veux partir avec nous en tournée? Laissez-moi réfléchir. Il y a eu trop de trucs comme ça, et le truc qui a grave résonné aussi dans ce que t'as dit tout à l'heure sur les échecs. En fait, je pense que on n'a pas l'impression parce qu'on ne monte pas sur les réseaux sociaux, mais quand on est réel, on a toujours des échecs, même quand on arrive à en vivre, quand on arrive à bosser avec les gens dont on rêvait de bosser quand on était petit. Bien sûr. Pour un truc tout simple, c'est qu'en fait, il y a tellement d'appels d'offres dans notre métier, et c'est un truc qui est normal, mais du coup, le nombre de fois où t'envoies par exemple 4 scénarios à quelqu'un et les 4 ne passent pas, et que c'est le 5e qui passe, qu'il faut pas se décourager, en fait, faut pas baisser les bras. Et t'avais fait un épisode avec Toledano et Nakash. Ouais. J'avais adoré, et en fait, ils disaient la même chose, c'est que leurs 2 premiers courts-métrages avaient pas marché. Tu te rends compte? Et c'est fou parce que tu te dis, mais au niveau où ils en sont, moi j'en rêve de... Et ils auraient pu s'arrêter en se disant, bon bah voilà, basta, c'est pas fait pour nous, tu vois. Et pour vous redire, si vous n'avez pas écouté cet épisode, shame on you, non je rigole. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, en gros, eux disaient,
ensuite, on n'est pas reparti de rien parce que, du coup, on avait quand même testé un petit peu sur des projets qui n'ont pas abouti, ce qu'on devait tester, la base du truc, avec un peu moins de pression aussi, parce que on commence par, imagine si t'avais commencé par la pub de DJ Snake, t'aurais été explosé au sol, ça aurait été atroce, quoi. Clairement. Mais j'ai une anecdote folle d'ailleurs là-dessus, sur le fait d'échouer là-dessus. Petit scoop, j'ai raté mon premier brief de la pub de DJ Snake. Mais non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais bosser avec lui depuis longtemps et j'avais déjà fait en fait des récaps de concerts avec ses équipes et tout, c'était top. On avait fait un récap d'ailleurs pour l'U-Arena qui était une grosse date et tout. Mais je voulais faire, tu vois, de la pub ou du clip avec lui parce que c'est deux trucs totalement différents. D'un côté, tu documentes la vie de quelqu'un et de l'autre côté, tu sors de ton imaginaire un scénario et t'emmènes l'artiste dans ton imaginaire à toi. Et donc je voulais arriver à ce truc-là avec lui et à être posé en studio, à faire une grosse journée de tournage avec des gros moyens et tout ça. Et je me dis putain, faut trop que j'arrive. Et trop fort, Oli de Flo Oli sait que j'ai ce truc-là. Et il me fait, je viens d'envoyer un texto à la manageuse de Snake. Elle sait que tu veux bosser pour lui dans ce créneau-là. Mais c'est un amour de mec, c'est mais pas je possible. l'aime fort. Eux, c'est mes mentors, mais force 1000. Mais la bienveillance, quoi. Mais ouais, même de se préoccuper, en fait, des rêves des autres. Ouais, c'est beau. Et je me dis, mais ok, vas-y, je veux trop y arriver. Et donc, en fait, je reçois un texto de cette manageuse que j'avais croisé plusieurs fois quand je bossais sur ses concerts, mais qui savait pas forcément, tu vois, que je faisais des clips et tout ça. Et donc c'est cool parce que du coup elle voit mon taf, elle voit mes clips, elle me fait t'inquiète, je vais penser à toi. Donc déjà ouf, cool. Tu vois ce que je veux dire, t'es là, wow. Et elle m'appelle en fait et elle me dit Jérém, il y a une collab entre DJ Snake et Hublot. On aimerait que tu pitches pour le spot de pub. À savoir, moi j'étais comme un ouf quand elle me dit ça. À savoir quand tu pitches dans ces contextes-là, t'es contre plein de réals en compète, ce qui est normal parce que ils veulent la crème de la crème et ils veulent vraiment en mode le meilleur scénario qui ressortira, tu vois, par exemple de 5 réals. Bien sûr. Et je comprends parce que c'est normal, ils veulent le meilleur pour leur artiste et tout. Non mais du coup toi t'es entre guillemets face à toute une team de 20 personnes en interne plus face à d'autres personnes, enfin c'est un truc de ouf. Et donc je me dégonfle pas, tu vois, je me dis vas-y, c'est le moment là. Genre parce qu'en plus c'était récemment, tu vois, c'était cette année, donc en fait j'avais le truc maintenant, c'est bon, ça marchait pour moi, j'avais la chance enfin tout va très bien en ce moment. Et en plus, c'était après le docu Netflix et tout. Et je me bute pendant une première semaine à faire un premier brief. Et on l'envoie. Et je me dis, je suis trop heureux, je l'envoie et tout. Je l'envoie genre à vendredi 17h, tu vois. Et j'ai passé un beau week-end. Et grave, tu vois, je vais en soirée. Je me souviens très bien de cette soirée. En plus, je vais en soirée à vendredi je vais en soirée. Et à 23h, je reçois un mail. Le brief est top, mais malheureusement, ça sera pas pour cette fois. Oh putain. Et là, je me dis, mais genre vraiment, je te jure, j'ai un arrêt dans la soirée. Je vois tout qui s'arrête autour de moi. Ouais, c'est ça, il y a plus de musique. Ouais, grave, il y a plus, t'es dans ta tête, tu sais, tu fais. C'est la boom, non. mais version pas fun, quoi. Et donc là, je me dis, non, mais pas possible, tu vois. Donc j'appelle mon prod, qui s'appelle Antoine, que j'embrasse fort. Et je lui fais, mec, clairement, elle est pour moi, cette pub. Je peux pas m'arrêter sur ça. C'est pas possible. Wow, ok. Et je lui fais, t'en penses quoi? Viens, on fait un truc tiré par les cheveux, mais on lui propose lundi matin un nouveau brief. Ok. Mais du coup, genre, brainstormer, retour refaire et faire ce qu'on a fait en une semaine. Une semaine, ouais, c'est ça. Un week-end. Ouais. Alcoolisé. Ouais, voilà, merci, en gueule de bois. C'est exactement ce que j'allais dire. Et donc, lui, en fait, qui est un amour et qui m'a toujours, genre, poussé à fond, tu vois, même dans mes retranchements artistiques, mais dans le très bon côté des choses, me dit, mec, mais vas-y à fond. En plus, ça fait longtemps que tu veux le faire, vas-y à fond. Donc, moi, c'est simple. Je vois mes potes et je leur fais, je vous aime fort, kiffez la soirée, je vais dans une pièce de l'appart. Mais non. Et de 23h à 4h, je gratte. T'as mes potes qui m'amènent des cocktails pendant que moi, je suis en train de faire mon brief. Le mec, c'est Voltaire à son bureau, tu sais. Et donc, je fais mon brief et tout. Et j'étais trop content parce qu'en plus, tu sais, j'avais ce truc-là de vraiment ascenseur émotionnel, de me dire, putain, en fait, ça le fait pas. Et de me relancer, de me dire, vas-y, tu crois à nouveau. Et puis, il y a aussi le truc de j'ai plus rien à perdre, quoi. Ouais. Entre deux Moscow Mule. Pas mal. Et donc, gros kiff et tout. Et donc, après, on arrive le lundi, j'envoie. Et je crois que c'est le mardi. Et le mardi, ils me disent, OK, c'est bon, on part avec vous. Putain. Et malgré le fait que, tu vois, j'avais clippé Gins, j'avais fait un docu Netflix, tout ça, bah, même ça, je l'avais vécu comme un mini échec. Et j'étais en mode, sur une courte période, mais je me relève et j'y vais et je m'en fous. Et il faut y aller parce que, en fait, c'est ce truc-là de, en fait, on dépend
que nous-mêmes, et il y a pas, tu vois, on peut que être notre meilleur pote, et en fait, on peut que nous se build up, et même si j'avais mes prods et tout, je pense qu'il fallait vraiment ce truc-là de se dire, non, Jérém, si elle est pour toi, que tu le sens, si ton instinct te dit qu'elle est pour toi, aussi. Vas-y. Par contre, si tu vois, je sentais que, en fait, non, c'était pas pour moi, que depuis le début, je le voulais pas forcément, c'est pas grave. Mais si je sentais vraiment au fond de mes tripes, tu vois, qu'il fallait que je le fasse, bah, il fallait que je le fasse. Ouais, putain, c'est ouf. C'est ouf parce que jamais j'aurais pensé à renvoyer un truc quand on me dit non. Je pense que c'est aussi un manque de confiance en moi de me dire ok, d'accord, bah du coup, bah non. Alors, je vous comprends, tu sais, la meuf horrible. Mais en t'entendant, ouais, le truc de l'instinct de putain, je vais aller chercher. J'imagine que t'es allé chercher un truc de toi hyper différent. Merci les Moscow Mule aussi. Sponsor. C'est un truc de malade cette pub. Mais je suis trop content parce qu'en plus, mais évidemment, humainement, tu vois, il y avait un truc que j'ai grave kiffé. Il a grave kiffé le tournage. On a eu un tournage trop cool. Génial. Franchement, il y avait une ambiance de ouf. Il mettait des sons de malade. On s'est fait un tournage sur du Skepta où il dansait entre deux prises et tout. On a trop kiffé. J'adore. Et en plus, la release partie et l'annonce officielle du truc, c'était vraiment malade du blow. Ils ont loué Bercy. Non mais moi j'étais comme un ouf, tu sais. Normal, pour mes 30 ans, moi aussi, j'ai loué Bercy. Je vois pas... Ça va. Attends, je vais prendre le pain au chocolat que tu m'as ramené parce que ton histoire est trop intéressante. Il te faisait de l'œil, le pain au chocolat. mais il me drague depuis tout à l'heure, comme toi. Il était posé à exactement 1 mètre depuis tout à l'heure. Attendez, écoutez. Bienvenue dans la leçon ASMR. Aujourd'hui. Ça donne pas envie de ouf quand on entend ça. Grave. Tu vas avoir 40 000 personnes dans le métro qui vont être en mode, oh putain, pourquoi elle nous fait ça? Bien sûr, 40 000 personnes par épisode. Alors, sur le long terme, qui sont inspirés avec le bouche. Et donc, du coup, grosse release à Bercy. Moi, j'étais comme un ouf, on était avec mon prod. C'est des grands malades. Ils ont fait des people, tu vois. Et surtout, c'est gros ouf. Ils te font un cube de la taille d'un terrain de foot où ils projettent la vidéo. Puis le cube s'ouvre et t'as DJ Snake qui fait un DJ set à l'intérieur du cube. Moi, j'étais en mode, mais putain. Bon, bah, la vie est fort sympathique. C'est très sympa. Il y a un truc auquel je pense quand tu me dis que t'as fait toutes ces tournées là et tout. Alors c'est génial, mais tu pars des plombes, t'es loin de ta famille. Il y a un moment, ça doit être un peu solitaire et t'étais très très jeune. Comment t'arrivais à gérer ça? Il y avait mal. Je rigole. Je rigole. Tu veux mon mouchoir? Il y avait le docu de L'Homme Pâle qui commence par une phrase que j'adore, où le mec te dit pendant 2 ans de ma vie, j'ai vécu pour raconter la sienne. Et je trouve ça trop beau parce que en fait c'est un peu notre métier, tu vois, genre quand t'es réel, de raconter des histoires, de documenter, d'imaginer tout ça. Et en fait c'est un peu comme si, tu vois, par exemple pour le docu de Big Folly, j'avais mis en stand-by un peu ma vie, mais pas du tout négativement, c'était plutôt ma vie perso, tu vois, que j'avais mis un peu en hold. T'avais moins besoin parce que t'étais nourri. C'était hyper stimulant. Et tu vois, la chance que j'ai eue, c'est j'ai toujours eu des familles de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu ce truc-là où dès qu'il y avait des gens qui étaient pas bienveillants, bah ils dégageaient. Ouais. Et d'avoir des longs contrats avec des gens qui étaient tellement bienveillants et gentils et sincères que même si par contre on partait, tu vois, par exemple, des mois et que parfois je repassais une fois chez moi dans le mois et tout ça, bah en fait t'avais ce truc là où on s'envoyait tous tellement d'amour, on vivait tous le même truc, que t'avais ce truc là de allez on y va les gars, on va trop kiffer notre race. Et c'est une énorme phase de notre vie, tu vois. Et il y a eu ça par exemple pour Big Folly parce qu'on a eu 2 ans et demi quasiment non-stop ensemble. Ouais, putain, c'est ouf. De la première date, tu vois. Maintenant, t'es le 3e frère, le petit. Et Oli et Jérém. Le nouvel album. Et, oh, putain. Je leur laisse le rap, ils sont tellement 1000 fois plus forts que mes grosses punchlines sous la douche. Et en gros, vraiment, c'est des amours et ça part tu vois, d'une première date qui était un zénith à Paris et ça finit sur un zénith, je crois le zénith de Lille, 2 ans et demi ou 3 ans plus tard. Et en fait, on n'a pas arrêté entre 2 ans et demi et 3 ans d'être sur la route non-stop parce qu'il faut savoir qu'en fait, t'avais tourné en hiver et après t'avais tourné à la rentrée, t'avais tourné partout dans l'année sauf l'été. Et l'été, c'est la tournée des festivals. Ouais. Donc en fait, l'année t'es en salle
que tu loues toi, et l'été c'est que les gros festivals, les Solidays, tu vois, les vieilles charrues, tout ça. Ah vache, c'est pas une vie qui correspond à tout le monde, ça. Non, c'est vrai. Et en fait, t'es non-stop sur la route, t'es dans un tourbus, et en fait, t'es à 18 dans un bus. L'odeur le matin. La colo de vacances. Ah ouais, de ouf. Et, Ça, et tu changes de ville chaque jour. Et en fait, donc j'ai mis un peu, tu vois, un stand-by ma vie perso pour en fait vivre cette vie-là que j'ai tellement appréciée. Et on a eu 3 ans où en fait on a fait un docu sur Netflix parce qu'on s'est rendu compte au bout d'un an qu'on avait un truc à raconter. Et au bout d'un an, on faisait que des vidéos YouTube et tout ça. Et un jour, on se dit mais merde, tu sais, à genre 3h du mat au fond du bus, il y a un truc à faire en plus, là. On vit un truc tellement fort tous ensemble. Et même eux, ils s'apprêtaient à vivre leur plus gros rêve. Ils s'apprêtaient à faire le stade de leur ville d'enfance. Waouh. Plus de partir en pause. C'est-à-dire d'arrêter, tu vois, leur carrière publique pendant un moment. Et de se concentrer que sur eux, sur leur nouvelle musique, sur tout ça. Et on se dit, putain, ok, il y a un créneau, là. Il y a un truc qu'il faut prendre maintenant. Donc on commence à documenter toute leur vie et je commence de passer des dates de la tournée et à rentrer genre aller un jour dans la semaine ou un jour dans le mois ou un jour toutes les 2 semaines à être en fait vivre à Toulouse non-stop et faire quelques allers-retours. J'ai pris l'accent. À prendre des Airbnb, tu vois, pendant 2 mois à Toulouse et tout ça. Et à du coup être tout le temps, même dans leur intimité, avec eux. Et c'était une expérience folle parce que j'ai à l'époque 18 ans, je n'ai jamais fait de documentaire. Eux me disent c'est ouf, vas-y, on va faire ce docu Netflix, on y croit. Moi, dans ma tête, je me dis, oh merde, j'espère qu'il n'y a pas une erreur de casting, parce que, en fait, genre, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Genre, c'est hardcore, quoi. J'ai jamais fait de doc. Même si je suis fan et que j'en vois plein, tu vois, mais, genre, je me dis, j'en ai jamais fait. Donc, je me dis, vas-y, bon, bah, écoute, tu vas y croire. Eux, ils t'ont aussi donné tes premiers clips. Tu vas leur faire une confiance comme ça une deuxième fois, et on va y aller. Ouais, mais il y a aussi ce côté de, je peux pas les décevoir parce qu'ils m'ont tellement donné. Ils ont été tellement généreux. Ah mais ça a donné, tu vois, en fait ça m'a exactement, et donc du coup j'ai tout donné. C'est vraiment, je me suis pas posé de questions, j'ai tout donné, que ça soit en tournage, en montage et tout ça. Et on est parti aux 4 coins du monde, c'était génial. On a filmé genre plein d'événements fous, on a filmé les stades à Toulouse, il y a eu une émotion folle. Puis tu vois, après on a monté toutes ces images ensemble. On a monté ça avec Laura Diaz qui m'a fait découvrir La Leçon, qui est ma meilleure pote. Merci beaucoup, Laura. Monteuse, qui est une humaine extraordinaire, qui m'a beaucoup accompagné dans cette aventure aussi, tu vois. Okay. On a monté toutes ces images pendant 6 mois, en plein confinement. Et donc j'ai monté la plupart du docu dans ma chambre. C'est drôle. Et donc on a tout donné, moi j'avais tu vois, je faisais des journées parfois de montage, mais volontairement bien sûr, de 8h du mat à 4h du mat, et parce que j'étais dans une sorte de frénésie où je voulais pas les décevoir. Et je voulais tout donner parce que c'était une sorte de course, tu vois, un marathon où jusqu'au bout. Tu vois. Et on finit ce doc. Et ce qui était fou, c'est qu'il y avait... Ça doit être dur, je te coupe, mais ça doit être dur de finir. C'est-à-dire de se dire, là maintenant j'arrête. Ah mais c'est bon. Il y a eu 2 phases, tu vois. Il y a eu la phase de fin de tournage. Et là, j'étais comme un enfant. Je crois que j'avais pas pleuré depuis des siècles. Et là, mais il y a tout qui est sorti parce qu'en fait, on le savait tous. Ils partaient en pause. Ça faisait 6 ans qu'ils bossaient non-stop. Donc là, c'était la vraie pause. Et on est une équipe de 18, tu vois, genre beaucoup s'aimer, à s'apprécier. Et en fait, on savait tous que la colo, là, elle s'arrête là. Et donc, en fait, on était vraiment comme des enfants où tu déménages de pays, limite. Parce que même si on continue à se voir, on va reprendre d'autres projets, on va reprendre des vies différentes. On se voit tous toujours, c'est ça qui est très drôle, mais pas aux mêmes fréquences. Ouais, c'est pas pareil. Et donc, du coup, là, j'étais déchirement total, fin de la tournée et tout, les larmes et tout. Et la deuxième phase, c'est quand je rends le master. C'est ça. Le montage fini, où là, pareil, et surtout, tu vois les images, tu te rends compte de ce que t'as vécu, tu réalises même pas que t'as vécu ça. Parce que tu bossais tellement que t'étais toujours à regarder vers le futur, quoi. Et tu vois, il y a eu ce visio, en fait, avec eux. On était dans une salle avec aussi un de mes meilleurs potes qui s'appelle Bobby, qui était le DA, en fait, sur le docu. On était dans la salle avec Flo, Oli, Bobby, Laura, et on se regarde et on se dit, ok, merde, on a vécu tout ça, genre, c'est fou. On a tellement hâte que les gens découvrent ça et partagent ce truc-là. Et le docu sort, et ça a été une sorte de... Tu vois, j'avais vraiment l'impression de finir un énorme chapitre de ma vie, de devenir aussi une nouvelle personne, d'avoir grandi en maturité énormément, d'être passé par plein d'épreuves, et surtout de me dire, ok, bah là maintenant, c'est le moment
où, tu vois, il y a un Jérém qui va plus rentrer, c'est dans ma vie, c'est le Jérém perso, tu vois, et qui va encore plus revenir à la surface. Et j'étais trop content parce que c'est la bonne balance. Pendant 3 ans, j'ai donné grave de l'espace à ce Jérém pro. Ouais. Et là, maintenant, je suis en train de donner grave de l'espace à ce Jérém perso. Et tu vois, c'est une balance que j'adore avoir, quoi. C'est génial et putain, quelle maturité de vouloir aussi travailler sur son mental, sur sa santé mentale. Clairement, c'est le grand mot du moment, mais c'est tellement important et bah dans mon entourage masculin, je sais pas pourquoi, mais c'est encore assez tabou par rapport à nous les nanas, tu vois. Et de t'entendre dire ça, ça me fait me dire ouais c'est cool, ça bouge, ça change et c'est primordial. C'est trop triste que les gens aient encore cette gêne d'aller voir des psys parce que en fait c'est comme si tu montais un meuble Ikea mais sans le manuel. Ouais, de ouf. Et en fait il y a quelqu'un qui peut t'apporter un manuel de toi ou en tout cas t'aider à le découvrir. Mais vas-y, c'est trop bien. Mais c'est et clair. On a ce truc là de tu sais genre qu'il faut être malade pour aller voir un psy mais t'as pas besoin d'être malade en fait. Et mais moi, au contraire, parfois, t'y vas même parce que tu as envie de rester bien dans tes baskets et avec un taf comme le tien, pour rester équilibré, c'est assez nécessaire, quoi. Ah, mais je te comprends tellement et même, tu vois, genre, j'encourage tout le monde à aller en voir un et tout et j'ai un peu cette team, en fait, de bien-être autour de moi. Tu vois, par exemple, j'ai un coach sportif qui me suit tout le temps. J'ai, ma psy qui me suit tout le temps et tout. Et en fait, par exemple, les gens me disent, mais pourquoi t'as besoin d'un coach? Toi, genre, t'es pas un sportif, tu vois? Et en fait, c'est pas une question de ça. C'est une question de, en fait, quand je vais devoir monter de 8h du matin à 4h du matin, il faut que, comme tu le dis, mentalement, je sois trop yambe. Pour que même quand physiquement ça tire, je sois dans ce truc-là de tout va bien, je kiffe, c'est ma passion. Et pour ça, je pense que t'as un taf, comme tu le dis, de trop te kiffer, de te connaître et de grave te connaître. De te connaître, c'est quand tu peux pousser la limite, quand tu peux pas la pousser. Parce que si tu te connais pas et que tu pousses la limite, bah, tu fais un burn-out. Sauf que quand tu te connais et que tu peux tirer sur la limite, tu peux juger. Tu peux faire le bon truc de je tire ou pas. Et donc, c'est ça où je suis trop d'accord avec toi. C'est genre, allons tous chercher nos manuels Ikea. Ça trop bien. J'adore. Meilleure phrase de fin. Qu'est-ce que t'as envie de dire à Jérémy qui vient de recevoir le mail, qui est là, thanks, but no thanks. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, allez tous vous faire mic drop. En fait, c'est genre ce truc-là de kiffe ta race et sois patient. Genre, toute chose arrive en temps voulu et j'ai toujours eu ce truc-là de merde, mais pourquoi ça s'est pas arrivé là? Pourquoi c'est pas arrivé à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas eu cette opportunité-là? Ou, parce qu'en vrai, on peut se dire, ah, le mec, c'est cool, tu vois, il a fait un docu sur Netflix, il a déjà réalisé plein de trucs, mais j'ai 1001 rêves qui se sont pas encore arrivés, tu vois. Ouais. Mais j'ai ce truc-là de me dire, ils arriveront un jour, parce que c'est à 30, 40, 50, du coup, je me dirais à ce Jérém-là, tu vois, genre, sois patient parce que tous tes rêves, ils vont arriver à un moment donné. Mais, juste, tu sais pas quand. Boss, quoi. Ouais, grave, boss et kiffe ta race. J'adore. Trop bien, merci beaucoup. C'était passionnant. Je sens qu'il y a encore 1000 potins qu'on pourra pas mettre sur cet épisode. Comme aller boire des Candy Up chez Jules avec Big Flo et Oli. Ah ouais, et tu m'avais tourner raconté ça. avec Will Smith avec Big Flo et Oli. Mic drop. Non mais attends, le Candy Up avec Jules, mais je m'en suis pas remise, moi. Moi, je suis pas remise. Hein. Merci le docu Netflix. Merci Jérémy. Merci à toi, c'était trop cool. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous êtes bien marrés avec nous. Pour suivre les aventures de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.